travaille pas assez, on ne produit pas assez, tout va mal. Les politiques n'en font rien. Pendant 30 ans, on n'a pas pris François de décision. Pupponi. La situation, le constat qu'il fait, c'est pas nouveau. Et il le fait depuis longtemps. On va le reconnaître. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les solutions. Voilà. Comment le faire ? Comment faire ? Et bon courage sans majorité. Voilà. Et tout ça, d'ici le 14 juillet, Gauthier Lebret. Oui, alors, fête nationale, sur les 40 milliards, je persiste et je signe, je pense qu'il a raison. Et il faut faire 40 milliards d'économies. On est d'accord. J'ai échangé avec Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP qui dit que c'est absolument possible. Par contre, avant de s'en prendre aux Français, moi j'aurais bien aimé qu'il cite Emmanuel Macron. Parce que sur les 3 000 milliards, 3 200 milliards de dettes, il y a juste 1 000 milliards qui sont imputés au septennat qui vient de s'achever d'Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, bien sûr qu'il y a eu la crise Covid, mais enfin, le quoi qu'il en coûte, c'est Emmanuel Macron qui l'a inventé et qui après l'a remis dans beaucoup de crises, dans la crise Covid, dans la crise énergétique. Donc les 1 000 milliards, encore une fois, c'est dû à Emmanuel Macron. Maintenant, très bien si on dit stop, ça suffit, on dépense trop. Oui, mais sans majorité. Oui, alors bien sûr, le RN, je croyais que le RN était pour réduire les dépenses. Là, alors, Marine Le Pen est assez forte. Oui, je sais, même Sébastien Chenu a menacé déjà de censurer. Alors qu'on ne sait même pas quel robinet va être fermé. Mais par exemple, un robinet très simple, combien coûte l'assistanat en France ? Combien coûte le fait que quelqu'un... l'assistanat ? C'est l'assistanat, c'est le fait que quelqu'un qui ne travaille pas peut gagner potentiellement mieux sa vie que quelqu'un qui travaille. Ça, c'est un vrai projet. Faire en sorte que le travail paye mieux que l'assistanat. Combien coûtent les comités Théodule qui ne servent à rien et qui sont très nombreux. Et combien coûte le millefeuille territorial ? Pourquoi est-ce qu'on continue avec ce millefeuille territorial, commune, département, région, intercommunalité, métropole ? Tout ça coûte beaucoup trop d'argent. Donc vous voyez, des sources d'économie, il y en a avant d'aller viser les Français. Il faut aller à l'attaque. Juste, on écoute une archive de 2017. Les archives ont de la mémoire, évidemment. Emmanuel Macron, écoutez combien de milliards d'économies il promettait à l'époque par an. Ah oui, ça c'est extraordinaire, ça. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord ? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Comment ça... Parce que je comprends que pour nos auditeurs, c'est très compliqué à comprendre. Voilà, Emmanuel Macron qui répondait à Jean-Jacques Bourdin à l'époque. Alors, il était sûr de lui. Il était dans l'idéal, en tout cas. Moi, je partage l'avis de Gauthier Lebret. Il y a des sources d'économie qu'on n'a pas explorées. Je sais les mêmes sources d'économie que les vôtres. Et là, je pense que vu qu'il n'y a pas de majorité, vu que pour s'attaquer à l'assistanat, s'attaquer au comité Théodule, il faut un peu de courage politique et il faudrait un consensus politique, et sans majorité c'est impossible. J'ai peur qu'on s'attaque aux Français et je pense que ça n'arrangerait rien. Si vous voulez faire 40 milliards d'économies sur le dos des Français, François Bayrou a dit quelque chose de juste, on a un problème de production en France, on ne produit pas assez, donc c'est un travail de long terme qu'il faut mener pour réindustrialiser, pour remettre les Français au travail. Si vous continuez à taper sur ceux qui travaillent déjà, que vous réduisez leur niveau de vie, tout ce que vous allez obtenir, c'est moins de croissance, de la récession, moins d'impôts au final, parce que les gens, il y aura moins de croissance. Donc je ne suis pas certain qu'il faille les faire, moi, ces 40 milliards d'économies. Dans le contexte actuel, je pense que c'est pas possible et qu'il vaut mieux commencer à mettre en place une politique de long terme, faire le maximum de ce qu'on peut sans avancer de chiffres totems. Arnaud Benedetti. Non, mais ce qu'on sait, le constat qu'il fait, c'est un constat qui est fait presque depuis 3 décennies. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne produit pas assez, qu'on n'est plus une économie de production comme on le fut dans les années, durant les 30 Glorieuses ou durant même à la fin des années 70. Et en même temps, on sait très bien qu'on n'arrête pas d'accumuler la dette. Ça, c'est pas nouveau non plus, en l'occurrence. Mais ce qui est très intéressant, en effet, et ce qui est tout à fait significatif, c'est qu'il faut se souvenir quand même que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il s'est fait élire, entre autres, sur son niveau de compétence et sa capacité à pouvoir maîtriser la dette. En l'occurrence, on voit bien, et Gauthier Lebret l'a justement rappelé, 1 000 milliards de dettes supplémentaires entre 2017 et 2024. C'est la réalité. Elle est, j'allais dire... implacable. Elle est implacable, en l'occurrence. Après, oui, en effet, de toute façon, vous écoutez l'ancien gouverneur de la Banque de France, qui est certainement l'un des plus compétents dans le domaine, Jacques Delarosière,
qui a été patron du FMI et qui vous dit que la situation aujourd'hui en France n'est pas acceptable. Il le dit très clairement. Je crois qu'il a dû donner une interview au Figaro il y a de cela 48 heures où il explique tout simplement. Pas acceptable, mais pour personne, c'est acceptable. Mais non, mais il dit très simplement, regardez le niveau, le nombre de fonctionnaires en Allemagne et le nombre de fonctionnaires en France. Faites la comparaison. L'Allemagne est plus peuplée, ils ont moins de fonctionnaires. La France est moins peuplée et il dit très justement, j'ai pas l'impression que les services publics en Allemagne soient beaucoup plus défaillants. Et ils ont beaucoup moins de communes aussi en Allemagne. Hein. Ouais. Ah ben également. Alors, ça, il va falloir plus d'habitants. Oui, mais alors là, il va falloir convaincre les élus locaux. Oui. Il va être et les maires. Bon courage. Allez-y, Gauthier, avec votre piolet et votre sac à dos. Les plus appréciés. Non, mais en vrai, donc ça va être vous personnaliser le débat. Moi, je peux dire que j'étais surpris que l'AMF annonce de boycotter les discussions. Ah bah ils ont bien compris. Ils savent qu'ils vont être tendus. Mais évidemment, ils vont être tendus. Excusez-moi, c'est 80 milliards. Il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire. C'est étonnant de boycotter les discussions avant même quelques Oui, mais le problème, c'est que dans le déficit public, il y a ce que coûtent les collectivités locales. Ils ne sont pas en déficit parce qu'elles n'ont pas le droit de l'être. Mais est-ce qu'elles coûtent ? Et elles dépensent tous les ans de plus en plus. Et en plus, ça coûte 80 milliards à l'État qui leur donne des dotations. Donc il y a un moment, il faut couper le cordon ombilical. Il y a trop de députés, il y a trop de sénateurs, il y a trop de... C'est la démocratie française, c'est la 5e, mon petit. Il y a trop de députés. Il y a trop de députés, ça. Emmanuel Macron voulait réduire le nombre de députés. Mais alors déjà, vous vouliez couper le CESE, vous voulez tout couper. Non, c'est pas tellement parce que le nombre de députés, c'est pas vraiment ce qui. Je suis d'accord. Fondamentalement, le déficit. C'est par contre la question de millefeuille administrative. Ça Alexandre il y a moins d'élus Bodenstag qu'à l'Assemblée nationale. Et des collectivités locales également, mais on en revient toujours au même, aux conséquences de la dissolution ratée. Il fallait en tirer les conséquences et faire une élection présidentielle. Non, mais je vous le dis. Alexandre Devecchio, les Samarottes. Mais aujourd'hui, on le dit, les élus locaux, ils ont des intérêts partisans, ils ne vont pas devenir serviteurs de l'intérêt général tout d'un coup. Et donc, quand on n'a pas de majorité, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas faire des choses très ambitieuses. Et j'en connais d'autres qui vont payer. Ce sont les retraités. L'abattement fiscal automatique de 10% sur les pensions risque de disparaître. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, l'a confirmé. Donc on va taper sur les retraités qui ont cotisé toute leur vie. Et ben c'est eux qu'on va aller taper. Mieux que les actifs. Pour le RN de censurer. Ils l'ont déjà fait. Comment ne l'ont-ils pas déjà fait? Ils l'ont déjà fait sur Michel Barnier. Michel Barnier est tombé. Ça, il recommencera là-dessus. Il ne voulait pas revaloriser à hauteur de 100% de l'inflation, mais à hauteur de 50%. Sur l'abattement fiscal, allez-y. Une revalorisation 3 mois avant. Les retraités, alors même chose, là je vais fâcher la clientèle, mais je suis désolé. Je vois pas de quoi vous parlez. Les retraités, c'est quand même un sujet de voir que les retraités... Et ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont cotisé toute leur vie. Les actifs, ça vous pose pas un problème. Mais ça vous pose pas de problème de cotiser toute votre vie, puis à la fin on vous dit bah non, finalement on change les règles du jeu. Non mais bien sûr qu'il faut, évidemment que... Allez, je ne parle pas d'abandonner les retraités. Vous avez 30 ans aussi. Est-ce que... Oui. Ça explique. Moi je ne rappellerai l'acte de personne. Vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Si on en est là, si on doit sortir sa carte d'identité et dire l'âge qu'on a, j'ai même pas 30, j'ai 29, si vous voulez être très précis. Notre carte de presse. Donc je ne rappellerai évidemment l'anniversaire de personne. Il y a quand même un sujet de voir que les retraités vivent mieux que les actifs. C'est un sujet. Allez, Rachel. C'est un sujet de société. Bon. Faites le gardien de la paix. Pas tous les retraités. Le gardien de la paix. Le gardien de la paix. Laissez parler Rachel Kahn. Justement, lorsqu'on parle de finances publiques et de budget, on sait très bien que cette dette, il va falloir s'y atteler, mais que c'est un projet à long terme. Et on ne parle jamais du sens. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais, par exemple, de la question de sécurité. À combien, justement, notre insécurité coûte à la France. Mais ça, c'est quelque chose d'idéologique. À partir du moment où on a des partis politiques qui sont là pour fracturer la société, qui sont là pour tout racialiser, pour faire rentrer aussi d'être compatibles avec le terrorisme, qui sont là pour que nous ayons des militaires qui soient les gardiens des synagogues. Tout ça, en fait, ça participe aussi à la dette. Donc il faut du sens, de la rationalité, de l'efficience et de l'efficacité. 18h30. Le surendettement, dans ce contexte, Dominique Schelcher, comment les Français peuvent-ils ne pas être inquiets? Ils sont forcément absolument inquiets. Mais ils sont très inquiets, les Français. Nous, on est au contact sur le terrain avec eux régulièrement et toute la situation qui se cumule maintenant depuis de longs mois, la crise inflationniste, des inquiétudes autour de la guerre, avec des besoins de se réarmer, etc. Tout ça pose énormément de questions. Et dernièrement, cette situation économique internationale, cette guerre économique, ne rassure absolument pas les Français. On ne peut que être d'accord après avec le constat. Quand il dit que
le taux de prélèvement obligatoire est le plus haut d'Europe. Je crois que dans une autre séquence, il dit 43%, 6 points de plus qu'en Allemagne. C'est ça la réalité. Donc il faut résoudre la situation, mais ça ne pourra pas être avec des impôts supplémentaires. Et est-ce que ça a un impact sur la consommation? Est-ce que vous le voyez dans vos magasins? Les Français, ce climat d'inquiétude fait qu'ils ne consomment pas, ou moins. Le déclencheur dans la tête des Français aujourd'hui, c'est la crise inflationniste. Et pour l'instant, ils sont encore, les Français, dans le traumatisme de cette crise. Moi, j'utilise ce mot-là parce qu'il est réel. Cette crise inflationniste la plus sévère depuis 40 ans, ils ne l'ont pas passée. S'ajoute à ça cette ambiance incertaine où on se dit que tout peut arriver. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit, par ceux qui le peuvent épargnent. On a un taux d'épargne qui est de 2 points supérieur à l'habitude. Et par ailleurs, beaucoup de gens arbitrent dans leur consommation parce qu'en plus, pour beaucoup, le pouvoir d'achat est serré. Donc ils arbitrent et ces arbitrages n'ont pas changé. Par contre, la bonne nouvelle, et il y en a quand même, moi je cherche aussi dans cette ambiance les bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. Mais la première, c'est qu'au premier trimestre, la consommation tient. Plus 1,2% en volume, c'est une bonne nouvelle. C'était négatif l'année dernière. Or, la consommation, c'est un moteur de la croissance de la France. Quand nos gouvernants disent il faut plus de croissance, etc., ils ont raison, puisque tout vient de là. Et donc, cette consommation tient, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que vous voyez qui fonctionne, qui ne fonctionne pas dans vos magasins? Tous les produits de marque, évidemment, vos produits à vous? Alors, tout ce qui est non alimentaire est complètement arbitré. Donc là, acheter un vêtement, acheter un salon de jardin, on va garder un salon de jardin une année de plus, on va être très prudent là-dessus. Sur l'alimentaire, on va aller vers des produits un peu moins chers. Et par exemple, les produits frais traditionnels, c'est pas facile. On achète moins de poissons, moins de fromage, moins de boucherie. Et quand on en achète, on en achète un peu de meilleure qualité. Donc les gens sont toujours là-dedans. Et par contre, il y a un point, et là on est dans une semaine que je qualifie de plaisir, la semaine de Pâques. Les produits plaisir continuent à fonctionner. Donc le chocolat, par exemple, c'est un produit plaisir. Il est plus cher, mais les gens continuent à en acheter. Donc voilà, les gens continuent à un moment à se faire plaisir, même quand il y a des difficultés. Une question de Rachel Kahn. Oui, comment vous avez ressenti la séquence où Donald Trump a voulu imposer ce pourcentage des droits de douane? Comment vous l'avez-vous ressenti en tant que chef de cette coopérative? Chef d'entreprise. Un bouleversement par rapport à l'équilibre qu'on connaissait jusque-là, des incertitudes totales, la probable perturbation des chaînes agroalimentaires, notamment celles qui me concernent, parce que si les droits de douane demain sont maintenus, ils restent à 10% aujourd'hui, donc ça reste déjà important, mais admettons qu'ils reviennent à des taux plus importants. Il y a des produits qui ne vont plus s'exporter. Il va y avoir des stocks, je pense aux spiritueux, je pense aux produits laitiers. On exporte beaucoup de produits laitiers en France. Si demain, ces produits ne partent plus, qu'est-ce qu'on va faire de ces quantités qui sont là? Ça, c'est par exemple un sujet qui nous concerne directement et qui est, le gouvernement est à l'affût et nous interroge là-dessus et nous dit, est-ce que vous êtes prêts demain, dans la grande distribution française, s'il y a des surstocks qui ne partent plus, à nous aider à les écouler? Alors, on a fait plein de choses pendant la crise du Covid-19, on en refera cette fois encore, bien sûr. Non, mais on est très inquiets. Et vous savez, les chefs d'entreprise, c'est très simple. Ils ont besoin de clarté, de stabilité et d'un cadre clair. Or là, le cadre, il est mouvant en permanence, donc c'est très difficile de prendre des décisions. Comment se projeter? Notre travail, c'est de nous projeter en permanence, de réviser nos stratégies, mais comment se projeter à 5 ans, j'en parle même pas, mais même à 2 ans, dans un contexte si mouvant. Bien sûr. Alexandre Devecchio. Oui, mais d'un autre côté, on parlait des droits de douane. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de travail en France, de production? C'est ce que disait le Premier ministre. Vous êtes du côté de la consommation, mais est-ce que pour qu'il y ait davantage de consommateurs, il ne faut pas tout simplement davantage de producteurs? Oui, c'est un sujet de base qui a été décrit ce matin et qui est réel. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui travaillent en France.
c'est pas que le débat sur ce sujet-là, c'est pas que les gens qui travaillent plus, c'est qu'il y a une part plus grande de personnes qui travaillent. À la fois les gens plus âgés qui arrivent en fin de carrière parfois sont parfois un peu de côté, donc il faudrait plus de travail là, et des jeunes qui rentrent plus tôt. C'est ça le sujet. Et ça, c'est une réalité comparée à d'autres pays européens. Donc ça, c'est vrai. François, il y a quelques mois, on a eu une crise agricole majeure, avec des scènes terribles. Est-ce que les choses ont évolué? Comment vous voyez la perspective par rapport au monde agricole? Alors, j'étais au Salon de l'Agriculture il y a encore quelques semaines. J'ai beaucoup échangé avec le monde agricole. En fait, la loi d'orientation agricole leur a fait du bien. Ils demandaient un certain nombre de choses et ça a apaisé un certain nombre de choses. Et après, moi, je dis que dans notre secteur, même si elles sont imparfaites, les lois Egalim, qui sont là pour piloter le revenu agricole et le protéger surtout, protéger ce qu'on appelle la part de matières premières agricoles dans nos fameuses négociations, ça a permis de progresser. C'est pas parfait, mais ça a permis de progresser et de défendre le revenu dans un certain nombre de filières. Je pense au lait, par exemple, ça a marché. Donc c'est un peu apaisé. Tout n'est pas réglé de loin, on pourrait leur demander, mais c'est plus apaisé qu'il y a quelques mois. Et le climat, encore une fois, vous êtes au contact des clients, tout votre personnel est au contact des clients. Encore une fois, on a évoqué l'inquiétude, l'épargne. Est-ce qu'il y a aussi la volonté de ne pas se projeter? Parce que demain est inquiétant. Mais tout à fait. Vous savez, les Français sont extrêmement pleins de bon sens. Donc quand on voit le taux d'épargne progresser, c'est quoi? D'abord, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Il y a un autre critère qui est très important dans l'esprit des Français, c'est le chômage. Le chômage est sensiblement en train de remonter. On parle de difficultés potentielles dans des dizaines d'entreprises dans les prochains temps. Ça, c'est de nature à inquiéter les Français et là aussi à leur faire prendre des précautions parce que là-bas, c'est le travail. Et donc, oui, ils le disent facilement. Et donc, face à toutes ces incertitudes, ils arbitrent au quotidien, ils font des choix et des choix de prudence et de bon sens et de raison, sans oublier quand même, et heureusement, de se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Et comme vous le disiez, dans une semaine particulière, tout à fait. Évidemment. Vous avez aussi publié un livre qui s'appelle « Le bonheur est dans l'action » parce que, comme vous le dites, vous cherchez aussi l'optimisme et les bonnes nouvelles. C'est l'idée, c'est un livre de transmission aux plus jeunes, c'est ça? Et à ceux qui veulent monter leur entreprise? Exactement. Donc voilà, à un moment, quand on avance dans sa carrière, on a fait un certain nombre de choses et on a envie de les partager. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Il s'adresse d'abord aux jeunes, mais force est de constater que j'ai plein de lecteurs de tous âges qui s'y retrouvent visiblement. On m'a même dit que c'était pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la vie. Donc tant mieux. Et c'était ça le message, parce qu'à un moment, il faut être positif. Je veux dire, par exemple, on discutait du monde agricole qui est en crise régulière. Et je dis souvent aux agriculteurs, mais comment on va faire pour donner envie à des jeunes de rejoindre le monde agricole quand tout le temps vous êtes dans la rue, sur vos tracteurs, etc. Et donc pour moi, chef d'entreprise, est extrêmement important de passer des messages positifs, de dire qu'entreprendre c'est possible, qu'on peut malgré le contexte faire de belles carrières encore, particulièrement dans notre métier, la grande distribution. On peut démarrer sans trop de diplômes et progresser énormément. Et donc voilà, il faut aussi passer des messages positifs. Il faut, on y croit. Rachel Kahn, sur cette volonté d'entreprendre. Et oui, puis surtout sur la volonté. À quel moment ça vous est venu d'écrire quelque chose malgré les bouleversements du monde, malgré justement le fait que vous n'arriviez pas vous-même difficilement à vous projeter, cette volonté de garder quand même la petite flamme, qui fait que voilà. Alors déjà sur la méthode, je prends beaucoup de notes tout le temps. Voilà, c'est une façon pour moi de travailler. Et à un moment, il y a quelque chose de très important pour moi, c'est la transmission dans l'entreprise, la transmission de compétences, la transmission d'un profil à un autre, etc. Et donc à un moment, on a envie de transmettre des choses et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que plus la période est un peu morose, plus elle est sombre, plus peut-être à un moment il faut l'une ou l'autre voix, modestement pour la mienne, qui encourage, et notamment les jeunes. Et les retours que j'ai sont positifs. Donc, ça leur a parlé. Dominique Schelcher, vous êtes le président de Coopérative U. Il y a aussi les charges qui pèsent sur le travail, qui sont vraiment des freins à l'emploi et aux entrepreneurs pour lancer son entreprise. Là, il n'y a pas de solution pour l'instant. Alors, là-dessus, il est clair, le fameux 43% de prélèvement obligatoire, donc ça concerne aussi les entreprises bien évidemment, on ne pourra pas aller au-delà. Et donc, il faudra trouver des solutions.
Pour moi, ce qui va être très important face au défi qu'on a de ces 40 milliards, c'est la méthode. Quelle méthode de travail? Et pour moi, il n'y en a qu'une, c'est du collectif, du collaboratif, se concerter, prendre tous la mesure du sujet ensemble et accepter sans doute des sacrifices ensemble. Vous savez, quel est un des sujets? Pourquoi il y a tellement de niches fiscales en France, de niches pour les uns, pour les autres, y compris pour les entreprises? Parce qu'à un moment, le niveau d'impôt est devenu trop important. Donc on a dit, on crée une niche pour baisser ci, baisser ça. Mais il vaudrait mieux peut-être, par exemple, supprimer un certain nombre de niches, peut-être même beaucoup. Et je parle peut-être même pour nous, les entreprises, bon, et encore nous, dans la grande industrie, on n'en touche pas trop. Peut-être en supprimer et puis peut-être baisser globalement ce niveau d'imposition. Mais on a un défi majeur. Faisons confiance, j'espère, à la méthode qui va être prise, qui devrait être collaborative. Dominique Schelcher, président PDG de la coopérative U, Le Bonheur est dans l'action aux éditions de l'Aube. Une question d'actualité, François Pupponi. On apprend à l'instant que l'Élysée annonce l'expulsion de 12 agents algériens et rappelle son ambassadeur à Paris pour consultation et accuse l'Algérie de choisir l'escalade. L'actualité nous rattrape. C'est la fermeté qui a été enfin choisie par Paris. Que les 48 heures laissées à l'Algérie pour revenir sur la décision, le résultat est là. Les Algériens vont expulser les Français. Donc la France est obligée de réagir avec une graduation, puisqu'ils en expulsent 12, plus ils ramènent l'ambassadeur. Oui, maintenant le bras de fer va commencer. Et effectivement, c'est la ligne de Bruno Retailleau qui va primer avec les fameux OQTF. Bruno Retailleau qui est l'invité dans quelques minutes de Christine Kelly. Rachel Kahn, il a fallu en arriver là. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines et sur plusieurs dossiers que la France, le Quai d'Orsay et autres donnent beaucoup de leçons de morale sur le pas d'escalade. Il s'avère que sur ce sujet-là, c'est obligatoire pour notamment que notre citoyen Boualem Sansal revienne à la maison. Alexandre Devecchio. On a perdu quand même beaucoup de temps et je pense que les mesures graduées, je ne sais pas s'il ne faut pas faire des mesures radicales parce qu'en réalité, l'Algérie n'a pas besoin de nous. Ils ont d'autres alliés, malheureusement, les Russes, les Américains. Et je crois que l'erreur d'Emmanuel Macron a avoir été de penser qu'il tenait à la relation franco-algérienne. Donc ils n'y tiennent pas, manifestement. Et les seules choses qui peuvent leur faire changer d'attitude, c'est que cette relation devienne réellement problématique pour eux. Donc je pense qu'il va falloir accélérer, leur mettre la pression, jouer la carte du rapport de force, sinon on n'obtiendra absolument rien. Dominique Schelcher, on a évoqué le contexte international aussi qui pèse sur la consommation en France, les relations commerciales avec les États-Unis, les menaces de droits de douane de Donald Trump, là, cette tension avec l'Algérie, ça joue ça aussi Bien sûr, ça joue sur les chaînes internationales, sur les transports, ça perturbe, on l'a vu pendant la guerre, etc. Juste peut-être un commentaire, les Français n'ont pas encore réagi dans leur consommation, par exemple, aux produits américains. On ne voit pas de mouvement massif. De soda ou... Voilà, et surtout, c'est très important. Par exemple, moi, j'ai regardé de près, chez nous, dans notre assortiment de 20 000 produits dans un supermarché moyen, on a moins de 100 produits véritablement fabriqués aux États-Unis. D'accord. Et les autres, les produits de marques américaines, les grandes marques qu'on connaît, je ne vais pas en citer, attention, sont fabriqués en Europe, voire en France. Donc il ne faut pas se tromper, je pense que c'est un mauvais sujet. Et sur les produits israéliens, est-ce que vous avez senti dans la consommation une baisse de consommation de ces produits, un boycott ? Pas forcément, ponctuellement, on a des messages, mais très ponctuels, mais pas de mouvement massif. Donc ce que vous nous dites sur les produits américains, les grandes marques de soda, on ne les citera pas, attention, c'est fabriqué en France. Absolument. Ne vous trompez pas. Voilà. Ou en Europe. Ou en Europe, voilà. De nombreux de ces produits. Et donc, comme dit, sur plus de 20 000 produits, dans un supermarché moyen, il y en a moins de 100 qui viennent véritablement des États-Unis. Je ne vais pas les citer non plus. Et puis voilà, je veux dire, c'est du bon sens, je pense, de faire attention, d'être prudent et de ne pas lancer des mouvements ou des appels inconsidérés. Parce que derrière, ce sont des travailleurs français ou européens.